Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et en description il y a tout le chapitrage de tous les chapitres dont on va parler aujourd'hui. Tant que j'y suis, en description il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Discord, Instagram, etc. Vous connaissez la musique. Petite particularité. Vous l'avez remarqué, on est un peu plus bas. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que je monte habituellement, on est un peu plus bas. Je suis sur une chaise. Voilà, j'ai investi dans une chaise. Non, c'est parce que la vidéo va être très longue, parce qu'en fait, là, il y a la pile des mangas dont on va parler aujourd'hui. Il y a tout ça. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de petites images sur le côté, parce qu'il y a beaucoup de titres et j'ai un peu la flemme, j'ai pas trop le temps. Parce que, bah, en fait, alors, aujourd'hui, on est censé être samedi pour moi, mercredi, normalement, si je me débrouille bien pour vous. Demain, il y aura une petite vidéo annonce, parce que vendredi, on sera au mois de décembre, et donc, calendrier de l'avant sur une vidéo qui va vous annoncer c'est quoi le thème du calendrier de l'Avent de cette année en 2023. Donc, tout est tourné, tout est en train d'être uploadé, je pense, dans les prochains jours. Donc j'ai bien bossé, j'ai bossé il y a plus d'un mois sur tous les trucs. J'ai retenu certaines de propositions l'année dernière où les gens disaient que c'était un peu trop court. Voilà, j'en parlerai un peu plus en détail demain. Donc à partir de vendredi, calendrier de l'Avent, 24 vidéos pendant 24 jours. Après, ça sera Noël et le Nouvel An, donc petite pause pour moi. De toute façon, le mois de décembre sera déjà une pause pour moi, à part sortir des vidéos, je fais rien d'autre. Et au mois de janvier, je fais normalement un petit live pour vous présenter mon top 10 des mangas de l'année 2023. J'ai envie de le faire en live cette année, j'ai envie de tester, voilà. J'en parlerai sûrement un petit peu avant le live, il y a des petits trucs à dire. Donc voilà, je l'ai dit, la pile est juste ici. Je vais m'amuser, je vais essayer de les poser là. Ça, vous pourrez voir la pile descendre ici et monter ici. Et comme j'ai dit aussi, pas de montage, un peu la flemme. Voilà, c'est dit. Bah, on commence maintenant. Alors, on va commencer déjà avec Phoenix de Osamu Tezuka. Donc, c'est le quatrième tome, enfin le quatrième pavé sur 5, donc l'avant-dernier. Je l'ai pas encore terminé, j'en suis à peu près à là, au mon champ de la vidéo, parce que c'est soit j'en parlais maintenant, soit j'en parlais dans un mois et demi. Déjà avec le titre chez Flebele, enfin FLBL, j'ai plus ce nom. Ce truc avec un homme castor, un garçon castor, je l'ai pas trouvé en magasin, donc j'essaierai de le trouver ou de le commander sur internet pour. Je vous en parlerai un de ces quatre, parce que ça a l'air vraiment super bien. Je ne sais pas si ça va me plaire, mais en tout cas, j'essaie d'avoir le plus d'Ezuka possible dans ma collection. J'ai envie de faire concurrence à la capsule manga. S'il regarde la vidéo, il va se sentir visé. Donc, ce tome-là, c'est un tome surtout centré sur le passé. Alors, le peu que j'ai lu sur le passé, mais de ce que j'ai compris au résumé, le passé. Pour l'instant, c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé. Alors, j'en suis qu'au premier tiers, hein, donc ça se trouve, la suite va être géniale, mais par rapport au tome présent qui était surtout centré sur le futur, je sens quand même que le parti. On m'avait dit le passé, c'est souvent un peu moins bien, tout ce qui se passe, etc. Par rapport au futur qui est un peu plus intéressant. En fait, ce qui est le plus horrible, c'est que le tome commence avec une histoire. Avant l'histoire, une sorte de prologue du prologue. On suit un singe rouge et un chien blanc qui vont devenir potes, qui vont être rivaux, Rox et Rookie, tout ça, qui est super bien. Et l'histoire qui suit, et un peu moins bien. Donc tu te tapes un truc de malade, c'est genre, t'as une soupe de fou furieux, et après, le plat suivant, bon, il est moins bien. C'est un peu triste, j'avoue que la première histoire m'a mis une claque, je me suis dit, oh purée, ça va être un truc sur les animaux, ça va être cool, on va faire une métaphore comme un bistard sur l'humanité, en fait, on va nous montrer que les humains sont pas mieux que les animaux, etc. Un peu, parce que c'est un peu un délire de racisme, hein, entre les chiens et l'espèce des chiens et l'espèce des singes, et ça s'arrête là, et c'est un petit peu dommage, alors peut-être que quand j'aurai fini le tome, j'aurai un autre avis. J'en reparlerai peut-être d'ici là. En tout cas, je suis content. J'ai quasiment terminé ce chef-d'œuvre inachevé du dieu du manga. Et ça fait ultra plaisir. Ensuite, alors on va passer à deux titres de Imacho. Alors tout d'abord, il y a le Litchi Ikari Club, donc qui s'appelle Collaboration. Donc c'est une collaboration entre Usamaru Furuya, donc l'auteur de Litchi Ikari Club, Notre Ikari Club, Palais Poli, La déchéance d'un homme et Garden, qui sont tous sortis, enfin sortis ou ressortis chez Imacho. Il a aussi sorti, alors que c'est chez Delcourt Tonkam, c'est J'aimerais être tué par une lycéenne que j'ai ma collection, faut que je le trouve, il est là, mais je vais pas vous le montrer. Donc c'est une collaboration avec un auteur qui est fan du travail de Furuya, qui reviennent sur son travail. C'est donc une succession de...
comme un artbook en fait, c'est un mini artbook. On va avoir une succession d'images qui sont en noir et blanc ou en couleur, avec des commentaires des deux auteurs qui disent ah ouais mais cette page-là, putain comment vous avez fait, c'est trop bien, ouah la manière dont vous crayonnez le personnage, c'est super intéressant. Genre typiquement là je vais prendre, il y a ce Zera a l'air plutôt gentil, j'adore vos dessins en crayon à papier, le trait est doux et souple. Et Furia répond merci pour vos compliments, je vais tâcher de ne pas me limiter aux outils numériques et de dessiner au crayon à papier comme il faut. Et donc, il y a des fois, il y a des passages où c'est juste des petits strips, et à la fin, il y a une sorte de conclusion à Litchi Carré Club avec une page couleur, etc. Ça rend super bien. Voilà, c'est sympathique, voilà. C'est vraiment un petit artbook en plus. Il y a un petit entretien entre les auteurs à la fin. Voilà, c'est un petit complément bienvenu pour moi qui aime beaucoup Litchi Carré Club. Et alors, la semaine dernière, enfin cette semaine pour moi, mais la semaine dernière pour vous, il y avait au Pulp BD de Saint-Michel, il y avait un entretien, enfin il y avait une séance de dédicace de Claude Leblanc, donc qui a écrit La Révolution Garot, 1945 à 2002, donc il revient sur la création, la genèse du magazine Garot, qui alors, comme moi je l'avais dit quand je suis allé le voir et j'ai eu la dédicace, il y a eu beaucoup de bouquins Garot qui sont sortis en France parce que c'est pas par méconnaissance, même si je suis pas forcément pas spécialiste de ce magazine, je me dis tiens, c'est vrai que contrairement à d'autres magazines où j'arrive à ça, je sais des fois que c'est Akita Shoten, ça c'est Shonen Jump, ça c'est Kodansha, ça c'est ci, ça c'est Square Enix, on arrive souvent c'est un peu estampillé que c'est tel magazine. Garo, je me dis tiens, est-ce qu'il y a des œuvres où on nous l'a vendu en disant c'est le dernier titre de tel auteur, de tel magazine, magazine de Garo, enfin du magazine Garo. Pas tellement, alors je suis allé voir sur internet, sur Manga News, j'ai cherché par rapport au magazine, on peut chercher par rapport au magazine. Globalement, j'en ai lu quelques-uns. Il y a quelques titres de Cornelius, sûrement j'ai plus les noms, excusez-moi, mais il y a d'autres. J'ai essayé de penser à mettre des images des couvertures. Je sais que j'ai vu qu'il y avait une Micmac aux enfers de. Merde, j'ai plus son nom. Oh purée, je suis l'auteur de Gege no Kitaro. Il y a Senpai Shirato qui a fait Kamuden qui devrait, alors entre énormes guillemets, ressortir chez nous, car il y a eu une annonce qui est comme quoi ça allait ressortir ou sortir aux États-Unis. Donc ça veut dire que les droits du titre ont été débloqués. Donc si ça se trouve, on l'aura en France chez Kana ou peut-être chez un autre auteur, enfin des autres éditeurs si Kana n'en veut pas. Mais Kana avait l'air intéressant en disant on va se renseigner. Donc peut-être qu'on va avoir une ressortie de Kamuiden. Ça ferait super plaisir. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu. Je vous en parlerai sûrement l'année prochaine quand je l'aurai lu. Je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, ça reste tout de même 200 pages d'histoire du manga, enfin d'un pan du manga. C'est vraiment Garo, un magazine un peu subversif, enfin pas forcément subversif, mais on va dire sur du dessin, on va dire alternatif. Donc qui se marie bien avec ce qu'a fait Imasho, parce que je crois que Furuya a sorti un titre ou deux, donc du Palais Poli, je crois qu'il est chez Garo. Et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce magazine qui date de 1945, donc on en reparlera, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, ça va me faire découvrir plein de choses, et ça, c'est l'essentiel. On passe maintenant à Ikusa Noko, tome 7. Donc on a plus ou moins fini le premier arc de la série. Donc c'est comme ils disent, un Nobunaga entreprend de libérer les esclaves retenus au bord. Et donc c'est un peu la fin de la bataille navale, etc. contre le pirate qui est turc, je crois, enfin qui est du Moyen-Orient. C'est sympathique Ikusa Noko, moi j'aime beaucoup. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Bon, il reste encore une quinzaine de tomes. Mais je pense que je relirai l'intégrale des premiers tomes dans pas longtemps pour me remettre dans le bain, parce que, mine de rien, après un an, j'ai pas forcément toutes les idées fraîches, tout ce qui s'est passé dans la série, mais ça reste tout de même un réel plaisir de lire du Tetsuhara et de découvrir une nouvelle œuvre de l'auteur avec son style le plus récent. Bon, je dis ça à chaque fois, mais en tout cas, moi je prends du plaisir à lire, même si j'apprécie pas forcément tout, parce que j'ai pas forcément à chaque fois l'histoire en tête à 100% pour apprécier pleinement le récit, mais le dessin m'émerveille, ce qui se passe m'émerveille, mais je pense qu'un de ces cas, il faudra que je relise la série. Comme Keiji, je pense que quand Keiji sera terminé, je relirai tout d'une traite et j'apprécierai d'autant plus le titre. Ensuite, en numérique, je me suis laissé tenter par Mother Parasite de Sato Hirohisa, donc qui est l'auteur de Shigehime chez Mangetsu. Donc c'est un autre titre. Alors,
estampillé horreur, je sais pas trop dire, mais dérangeant, c'est sûr. On va suivre ce petit garçon qu'on voit en couverture, donc qui ressort bien parce que tout est un peu grisâtre, rosé sur partout. Et lui, il est normal, il ressort vraiment bien sur la couverture. Et en fait, c'est un garçon qui est orphelin. On va le découvrir à la naissance, on nous parle un petit peu de la relation mère-enfant sur les premières pages. Et après, on a une ellipse temporelle où il est fin collège, début lycée. Et donc on découvre une relation avec sa mère qui est un peu bizarre, genre il engueule sa mère parce qu'elle l'a pas réveillé, que sa mère a l'air vraiment en panique parce que voilà, il l'engueule. Et on va suivre en parallèle l'histoire d'un gamin qui avec sa mère a une relation complètement différente où lui il en a marre, il veut couper le cordon avec sa mère. Et on va découvrir ce gamin qui a une sorte d'emprise chelou sur sa mère adoptive et qui est en train de parler de limite l'abandonner, trouver une nouvelle mère. C'est très particulier, c'est très dérangeant. J'ai vu des gens dire ouais c'est de la... Alors moi le titre m'intéressait pas plus que ça. Je dois le dire. J'ai vu des gens dire que c'était génial, d'autres dire que c'était de la merde. J'ai vu des gens dire oh putain ce manga de détraqué. Alors je me suis dit, je suis curieux. Alors les gens se sont offusqués parce que il y a une scène, je crois, où le héros, alors c'est hyper, ça c'est vrai que c'est assez malsain, demande à sa mère adoptive, est-ce que je peux te téter le sein? Comme si j'étais un bébé. Donc la mère qui est un peu en mode ah, je t'ai pas porté, donc oui, j'aimerais le faire. Alors, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la scène juste un petit peu avant ou après où il veut rentrer dans son ventre et donc tu vois le corps déformé parce que son corps actuel veut rentrer dans le corps de sa mère. Ça m'a plus dérangé que juste il veut téter le sein de sa mère, bon, même si c'est assez. J'ai vu des gens dire c'est incestueux. Alors, biologiquement du terme, non. Au sens, on va dire légal, un petit peu parce que oui, c'est sa mère. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans le titre, c'est même pas ça. C'est ce qui se passe à la fin quand il va chez son pote, dormir ensemble et que la nuit, il fout la mère de son pote à Walp et qu'il est en train de mesurer ses tétons. Ça m'a le plus dérangé. Je me dis, wesh, là, il a un problème. Déjà avec sa mère, je dis, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur délire, etc. Là, je me dis, wesh, gars, c'est la daronne de ton pote, là, quand même, qu'est-ce que tu fais? Genre, il est en train de mater sa foufoune, là. Je dis, bon, wesh, non, ça, c'est abusé. Euh, je sais pas si j'irai jusqu'au bout. J'avais pris le tome 1 en numérique parce que je me disais, ça sent un titre que je vais pas aller jusqu'au bout. Mais c'est particulier. J'ai envie d'en voir un peu plus, mais en même temps, je me dis, je sais pas si j'ai envie d'en voir plus. Le titre me laisse indifférent et en même temps pas indifférent. C'est assez bizarre. En tout cas, je le prendrai en numérique parce que ça, c'est vraiment un manga qui est très très bizarre. Alors, je pourrais les acheter pour les revendre plus tard, mais je me dis, on va les prendre en numérique pour l'instant. On va voir ce que ça vaut. Shigami, moi j'avais bien aimé le début, j'ai moins aimé la fin. Donc si ça part un peu en sucette, quand c'est un manga numérique, ça me dérange moins de l'arrêter. Là où un manga physique, je me dis ah c'est chiant d'avoir 3-4 tomes et pas avoir la suite. Et souvent je me pousse un peu au crime de continuer la série malgré moi. En numérique, je m'en fous un peu plus. En tout cas, on verra par la suite si ça devient bien ou merdique Mother Parasite. Ensuite, chez Glénat, j'ai le tome 12 de Shadow House. Donc, bon, petit tome sympathique où on sent le début de la révolution après un tome 10 ou un tome 11 qui était rempli de révélations. Bon, ça se recale un petit peu, mais tu sens que ça prépare des choses, des gros bails pour la suite. En tout cas, Shadow House, du très très bon, du très très lourd. Ensuite, on a le second tome de Blue Giant Explorer. Donc, on a fini le passage où, à Seattle avec Dai. Donc, il y a son petit concert mi-jazz, mi-rock. Il récupère une voiture. Alors, comme par hasard, c'est un japonais, il lui donne une voiture alors, japonaise. C'est des gros racistes, les mecs, quand même. Et donc, il part pour une nouvelle ville. Alors, je ne sais plus, c'est Portland. Voilà, c'est marqué Portland. Donc, qui est une nouvelle ville, de nouvelles rencontres pour Dai. Toujours aussi cool. Enfin, je vais pas dire grand chose de plus. Hein. Là, pour l'instant, Blue Giant Explorer, c'est du très très bon. J'avais un peu eu plus de mal sur la fin de Blue Giant Suprême ou Extrême, qui était un truc en Europe. Là, pour l'instant, ça démarre bien. Ça démarre même super bien. À voir si ça garde ce même rythme. En tout cas, Blue Giant, je conseille toujours aussi fort ce manga sur le jazz. On est à une vingtaine de tomes, si on compte plus d'une vingtaine de tomes, si on compte les deux séries, avec ces troisièmes-là, mais ça fait, c'est génial, c'est ces rencontres que fait Dai à chaque fois qu'il va de ville en ville, de jazz en jazz, j'ai hâte d'avoir le prochain tome. Ensuite, on a le tome 12 de Les Carnets de l'Apothicaire. Alors, un tome qui est très marrant avec un début. Alors, l'anime en ce moment est super bien sur Crunchyroll, je le regarde. Je suis un peu moins fan de l'opening, qui je trouve, j'ai l'impression qu'on reconnaît pas le thème principal de l'œuvre. J'ai juste l'impression de voir l'opening est beau, mais je me sens pas rentrer dans l'ambiance, le délire de ce que je cherche dans Les Carnets de l'Apothicaire.
Donc, je reviens sur ce tome-là. Le début de tome est sympathique avec cette succession d'histoires d'horreur, donc un petit chapitre un petit peu bonus qui fait un petit peu office de hors-série, de standalone, tu peux le zapper, ça ne changera pas grand-chose pour l'instant pour la suite de l'histoire. Et la suite, la partie de chasse où Mao Mao est invité par Jinchi à l'escorter pour une partie de chasse, etc. L'accompagner, il faut qu'il ait une dame de compagnie qui fasse croire qu'il y a une quéquette, etc. alors que c'est un eunuque. Et, en parlant d'eunuque, le passage de la grenouille. Moi, c'est le truc qui m'a fait le plus rire, le moment où ils se retrouvent, il y a eu une sorte de tentative de coup d'état, d'assassinat de Jinchi, vu qu'on sait plus ou moins qui c'est exactement, mais personne, mais on l'a pas officialisé qui c'était exactement, on a deviné c'était qui, Mao ne sait pas encore qui c'est, et donc ils s'enfuient ensemble, et bon, il y a un petit moment où il fait du bouche à bouche parce qu'elle a fait se noyer, et par inadvertance, enfin, par accident, elle lui arrive à toucher son service 3 pièces. Et elle se rend compte que le service 3 pièces, il a 3 pièces. Et elle se dit, attends, il est censé être eunuque, il devrait juste y avoir une colonne, il devrait pas y avoir de gravier avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle se dit, bon, je vais rien dire, mais je me moque de sa grenouille. Elle dit, ouais, c'était une petite grenouille, etc. Et lui, il est en mode, attends, comment ça, moi j'ai une petite caquette, ma gueule celle-là, tu vas voir. Et donc, il y a le moment où genre dire, un peu échauffé, il se dit, attends, tu vas voir c'est quoi la grenouille. Ça m'a fait, ça m'a un peu surpris, je me dis, oh purée, Jinichi, ça y est, ça fait depuis 11 tomes qui, Mao Mao, elle le chauffe, et lui, il est, tous les soirs, il se dit, purée, je vais là, ce soir, elle va venir dans mon lit, ça sera la nouvelle impératrice de l'Empire, et ça y est, il s'est dit, allez, c'est bon, ce soir, elle passe à la casserole, ça m'a surpris. Mais est-ce que dans le prochain tome, ils vont un peu parler de cet éléphant dans la pièce? Parce que maintenant qu'elle sait que c'est pas un eunuque, il faut qu'ils en parlent. Ça peut pas rester un secret éternel. Donc vivement le prochain tome, qui n'est même pas encore sorti au Japon. Donc le tome 13 va se faire beaucoup attendre. Et ça, je pleure un petit peu déjà. On passe maintenant à Die Dark, tome 6. J'en parle rapidement parce que j'ai pas trop de souvenirs de ce tome-là. Je l'ai lu, je l'ai posé aussitôt. Faudrait que je me relise Die Dark du début jusqu'à la fin parce que là ça devient un petit peu le foutoir dans ma tête sur ce qui se passe. Enfin, même déjà Doro et Doro, quand je lisais, j'étais bien content de le lire d'une traite à chaque fois parce que il se passe ça part dans tellement tous les sens que c'est un peu le bordel. Là, Die Dark c'est pareil, il faut que je me relise la série du début jusqu'à la fin, enfin les 6 premiers tomes pour me remettre les éclairs parce que c'est un peu. En plus, je l'ai lu il y a 2 semaines donc j'avoue c'est encore moins clair pour moi. Alors quand le tome 7 va arriver, ça sera encore plus compliqué. Mais en tout cas, Die Dark c'est toujours aussi cool. Même si bon, les ouvertures sont relativement chères pour ce que c'est, je continue jusqu'au bout. On a tellement peu d'œuvres de Kyu Hayashida que je fais l'effort pour Die Dark. Maintenant, on va parler de Kengan Omega. Alors, c'est le tome 5, mais j'ai aussi le 6, le 7, le 8, le 9. Non, j'ai juste les 8, le tome 5 à 8. Ils sont complètement dans le désordre, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est mieux comme ça, je suis complètement enroulé. Donc, tome 5 à 8, j'ai tout lu. Et puis, je me disais, je vais venir une semaine sur deux. Et je me suis dit, bon, de toute façon, le prochain tome, c'est le 9 et il n'y aura pas le 10 avec. Donc, je vais attendre un tome à chaque fois maintenant. Je bombarde. Ça y est, j'ai envie de tout lire. Donc, on a un tome 5 et un tome 6 qui sont un peu encore les préludes du fameux tournoi entre. Alors, j'ai plus le nom de l'autre, le Rengoku, si je ne bêtise, et donc l'association Kengan pour définir qui sera le dernier en lice, quel sera le tournoi officiel. Et je me suis dit, bon, on nous parle de plein de choses, on nous parle de repos, etc. Donc on va sûrement avoir encore pas mal de tomes, préparation du tournoi Kengan. Tome 7, ça commence. Le tome 7, ça commence, donc on nous explique les règles. 13 combattants de chaque côté. Un peu comme Valkyrie Apocalypse. Hein. Chacun va se battre, et c'est celui qui a le plus de victoires qui gagne le tournoi. C'est même pas un tournoi classique où à la fin il en restera qu'un, c'est vraiment 13 combats qui vont se suivre. Au bout du tome, enfin du tome jusqu'au tome 8, on a déjà vu 3 combats. Donc je me suis dit ça va relativement vite parce que dans King Omega, les premiers combats étaient rapides, mais au fur et à mesure que le tournoi avançait, qu'il y avait de moins en moins de combats, mais les combats devenaient un peu plus longs parce que les adversaires étaient un peu plus costauds. Forcément, à la fin, quand tu arrives en demi-finale, c'est les meilleurs, donc le niveau s'égalise et donc les combats sont un peu plus tendus. Là, ça va être une succession de combats, donc s'ils sont tous aussi courts, je vois pas la série aller très très loin. Après, il y a toute cette histoire de la vermine. C'est pas une insulte, hein, c'est le nom d'une organisation qui est montrée. Alors, est-ce que ça va faire comme Kengan? On va avoir un tome là-dessus, et on va repartir, tu sais, qu'ils vont essayer de venir pour foutre le bordel, ils vont se faire exterminer, et on passe à autre chose, et on retourne sur le tournoi. On verra bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, du boxeur espagnol, ou enfin latino,
qui a un peu comme Takamura a gravi tous les échelons, qu'il est passé de poids léger à poids lourd, etc. C'est n'importe quoi. Le nouveau Krometsudo, génial. Au début, je pensais que c'était Cosmo Imai, mais pas du tout. En tout cas, Kengan Omega, ça reste encore une fois le combat de Julius est génial aussi. Kengan Omega, donc je disais, c'est vraiment un pur plaisir à lire, à redécouvrir, enfin à découvrir la suite. Je vous conseille vraiment, si vous aimez Baki, c'est vraiment une lecture indispensable si vous kiffez Baki, parce que c'est vraiment dans le même délire, le même esprit. On passe maintenant aux Enfants de la Mer, tome 4. Alors, un petit peu comme Day Dark, je l'ai lu. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé ce que j'ai essayé de comprendre, mais je l'ai lu il y a 2 semaines. J'ai un peu moins en tête ce qui se passe dans le tome. Ça reste quand même très plaisant. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que le tome, enfin la couverture du tome est un peu plus claire que les autres quand je l'ai vu par rapport à côté. Quand j'ai voulu voir la fresque sur le dos, je me suis dit, bah, c'est plus clair, c'est bizarre. Est-ce que c'est une volonté artistique des éditeurs? Est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je ne sais pas. Et ça fait particulier parce que les 3 premiers tomes étaient plus ou moins de la même teinte. Et là, on a une teinte beaucoup plus claire. Ça fait bizarre. Si tous les tomes avaient une teinte différente, j'aurais rien dit. Mais je pense que c'est un petit problème de couleur de papier, d'impression. Enfin, je suppose. Donc on verra avec la suite. En tout cas, un peu comme design du même auteur qui est chez Nueve, je pense, où j'ai mis de côté, je les achète, mais j'attends que la série soit terminée pour tout lire d'un coup. Je pense que j'attendrai le tome 5 et je vais me relire Les Enfants de la Mer pour apprécier le titre à sa juste valeur, parce que là, ce tome-là, je l'ai lu sans vraiment l'apprécier, et ça, c'est vraiment dommage. On passe maintenant à Nobinobi avec le tome 13 de Horimiya, donc qui met un peu en avant cette fratrie, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi. Donc c'est aussi le tome Retrouver la bande dans un nouveau tome, bourré de rire jusqu'au chapitre 100. Donc j'ai même pas rendu compte qu'on était au chapitre 100. Mais c'est sympathique, Horimiya, on est à 3 tomes de la fin. Je sais pas si je garderai la série toute ma vie, mais en tout cas, là, pour l'instant, ça reste une petite lecture divertissante. J'aime bien ces petites bouffées d'air frais dans mes lectures. J'aime beaucoup le chapitre sur la petite sœur qui veut aller dans une école, mais on lui dit qu'elle est pas assez douée et que son grand frère va faire en sorte de l'aider, etc. C'était vraiment un tome sympathique. Et le chapitre sur Ori qui se rend compte qu'elle peut porter les vêtements de son petit frère, parce qu'elle a pas de poitrine, c'est d'une tristesse pour elle, mais c'est très drôle pour nous. En tout cas, Orimiya, c'est vraiment un petit vent d'air frais dans mes lectures à chaque fois. On passe maintenant à Bakemonogatari, tome 18 sur 22, donc on est à quelques tomes de la fin de Bakemonogatari, et Ogrid se fait vraiment très plaisir. Alors je sais que je connais Ogrid, hein. J'ai Enferré Paradis, j'ai Ergir, j'ai son autre manga qui est chez Kazé, enfin qui était chez Kazé, Crunchyroll, Björk Trinity. Je sais qu'il aime dessiner des beaux popotins, des belles poitrines. Dans Bakemonogatari, il y en avait souvent. Cet homme-là, il m'a un peu plus surpris. Ça faisait longtemps qu'il avait. Je pense qu'il avait fait le tome 17, il était un peu plus calme. Il s'est dit aujourd'hui, open bar. Le moment où le héros il appelle la fille avec le bras de gorille et qu'elle est à poil, mais littéralement à poil en train de lire un yaoi et qu'il y a un chapitre entier où elle déambule chez elle à poil pour enfiler une culotte. Je me dis ok, Ogrit, là tu te fais plaisir. Le passage où t'as Tsubasa, la fille chat, le délégué chat, qui est en train de parler du fait qu'elle a pas de culotte et qu'elle va enfiler une culotte et que t'as plein de plans sur son popotin. Ogrit, calme-toi au bout d'un moment, ça se voit que là t'es en chien mon gars, c'est pas possible. Mais c'est aussi le charme qu'il y a avec Ogrit, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son dessin. Des fois, je me dis qu'il faudra qu'il retourne au hentai s'il veut juste dessiner des nichons. J'aime bien aussi, voilà. Mais en tout cas, voilà, on approche de la fin, ça se sent. Là, tu sens en plus la réunification de tous les personnages qu'on avait croisés dans les petits arcs, la fille serpent, la fille escargot, etc., qui vont sûrement s'allier pour battre le grand méchant et retrouver la fille vampire, etc., qui a disparu. En tout cas, il reste plus que 3-4 tomes. Et ben, vivement le prochain titre de Ogrit qui arrivera chez nous. Pour l'instant, je crois qu'il n'a rien commencé, mais je l'attends avec impatience. On va rester dans le thème des fesses avec Colette. Donc c'est un nouveau titre de Moyoko Anno chez Pika Graphics, la collection graphique de Pika. Donc on avait eu Sakuran ou Sakuran, je ne sais pas bêtise, donc de Moyoko Anno, donc qui était une réédition d'un manga qui était sorti il y a longtemps chez nous, que je n'avais pas, où on suivait le destin d'une Oiran, que toute petite on l'a vendue à une maison de passe, c'est devenu la Big Boss, la reine des Oiran du quartier des plaisirs, c'est vraiment la Big Boss. C'est la méchante dans la saison 2 ou 3 de Demon Slayer, c'est la sœur de Momonosuke dans One Piece, des jeux de spoil One Piece. Et donc, Colette, mémoire d'une maison close. Où je dis, ah, ok, on va encore retourner dans le monde des prostituées. Parisien.
mais j'avais un petit peu peur parce que je me dis, est-ce que ça va être une sorte de Sakuran à la sauce franchouillarde? Oui et non. Alors, oui, on est quand même toujours sur des prostituées en France, donc une ambiance complètement différente des Oiran, un peu plus vulgaire, on va dire ça comme ça, même si c'est très beau, mais en fait, parce qu'en fait, la maison close, dans laquelle travaille Colette, c'est un peu le monde, c'est le Sodome et Gomorre parisien. C'est genre, tu viens ici pour faire libre cours à tes désirs et tes pulsions. Il y a vraiment ce côté, n'ayez pas peur de vos fantasmes les plus obscènes, on est là pour y répondre. Il y a un mec, son fantasme, c'est d'être un chien. Voilà. Donc il vient, il se prend pour un chien, il lèche les filles, etc. C'est son délire. Il y a un qui dit, ouais, quand j'étais petit, mon père, je devais lui polir le crâne, et il y a un délire par rapport à ça. Alors, il y a des moments où on voit des seins, il y a beaucoup de chapitres sur le propos LGBT, parce qu'on parle de rapports entre femmes. C'est super intéressant. C'est un gros pavé qui fait 400 pages. Le seul petit bémol, il n'y a pas de page couleur. Il y a des pages couleurs au tout début du bouquin, mais au milieu, il y a des pages où tu sens qu'ils sont en couleur et qui ne le sont pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans Sakuran, il y avait des pages couleurs en plein milieu du bouquin. C'est le seul petit bémol, c'est de me dire, ah, dommage qu'il n'y ait pas de page couleur. Et bon, ça reste un beau bébé et un beau pavé de 25 euros. Donc j'espère qu'ils vont pas... Alors, j'aimerais bien qu'ils continuent à sortir des titres de Moyoko Ono, parce que j'aime beaucoup ce qu'a fait, pour l'instant, avec ces deux titres. Mais mollo quand même sur le rythme, parce qu'il y a eu deux titres en quelques mois, 25 euros pièce, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Au bout d'un moment, enfin, surtout quand tu suis plein de séries qui coûtent 25-30 balles pièce, comme les Blackjack, ça devient un peu dur de suivre toutes ces séries à 25 euros, même si à chaque fois c'est un one-shot, ça coûte un peu de pognon au bout d'un moment. Oui, vous le voyez apparaître depuis tout à l'heure, j'ai aussi pris l'artbook de Boichi, The Artbook of Sunken Rock. Bon, édition de luxe, il n'y avait que ça dans mon magasin, dans ma librairie. Bon, le seul défaut que je trouve à cet artbook, mais c'est son nom, c'est que c'est uniquement centré sur Sunken Rock. J'aurais aimé avoir d'autres travaux de l'auteur dedans, avoir un artbook où il y a un peu plus du Dr. Stone, il y a du Genesis, non pas Genesis, Origin, il y a du Wallman, voilà, des titres différents, mais il s'appelle Of Sunken Rock. Donc, c'est pas vraiment un défaut, parce que c'est pas comme si c'était marqué Artbook of Boichi, et qu'il n'y a que une Sunken Rock. Là, on nous l'annonce. Donc, je l'ai feuilleté, je l'ai pas lu en entier, hein, moi, c'est vraiment juste pour apprécier. Et en fait, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a toutes les pages couleurs, les couvertures, etc. Il y a des pages aussi en noir et blanc, des belles pages en noir et blanc de l'auteur. Mais le problème, c'est que, bah, comme la plupart des œuvres de Boichi, hein, et comme Ogrit, hein, qu'est-ce que tu veux... Comment tu veux montrer ça? Il y a que des meufs à nu. Alors, pas que ça me pose un problème, hein, mais c'est compliqué. Voilà, je peux vous montrer des pages. Or, c'est vrai que l'impression est de toute beauté. Il y a des petites explications aussi sur les personnages. C'est super intéressant, mais c'est vrai que seul défaut, encore une fois, hein, c'est que ça soit uniquement centré sur Sunken Rock, mais c'est dans le titre, donc c'est pas vraiment un défaut. C'est juste, si je voudrais posséder un artbook de l'auteur, j'aurais aimé avoir un artbook sur une plus large partie de ses œuvres. Peut-être qu'un jour ça arrivera. En tout cas, Doki Doki a fait du très bon boulot. Un très bel artbook qui est tout de même, j'avais pas vu, interdit au moins de 15 ans. Voilà, en tout cas, très bel artbook de Sunken Rock. On passe maintenant aux comics, il reste plus que 3 bouquins, et déjà, je l'ai pris il y a quelques mois maintenant, je devais en parler depuis quelques temps, et j'ai repoussé. C'est le second tome de l'intégrale des Tortues Ninja chez Imasho, donc Imasho, iComics, j'étais sur le i, qui sont aussi Mangetsu, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc cette intégrale qui est prévue en 12 tomes à 40 euros pièce, qui revient sur le run de... Excusez-moi, j'ai plus le nom de l'auteur, je sais pas si je le verrai. Non, j'ai plus son nom, excusez-moi, bon, qui est donc le run, un run qui est beaucoup estimé par beaucoup de gens dans la filière comics que je suis un petit peu sur Twitter. Très bon tome. Alors, je suis assez surpris, je pensais qu'on verrait un peu plus tôt que ça Bebop et Rocksteady, qui ne sont toujours pas arrivés dans ce tome-là, donc je me dis, on est déjà à un sixième de l'œuvre, parce qu'il y en aura 12, comme ça, et toujours pas se facocher Rhinocéros, peut-être dans le prochain tome. J'ai beaucoup aimé le fait que Shredder cherche un nouvel héritier et qu'il lorgne un petit peu sur Leonardo, donc le fils de son rival, enfin réincarné. On a aussi beaucoup de choses sur... alors, excusez-moi, j'ai juste pas les noms. Les noms japonais, j'ai du mal. Autant Splinter, Shredder, ça, je les retiens. Autant les noms, leurs noms japonais, genre, il y a un chapitre sur l'histoire du clan Foot. Et donc, on découvre un petit peu l'origine de Arataki. Je sais plus son nom. Est-ce que son nom là Orokusaki.
Et donc je crois que c'est Shredder et il y a le nom d'origine de Splinter quand il était humain, que c'était un ninja samouraï du Japon féodal. On découvre aussi le lien, tout ça, avec Krang qui est déjà apparu, l'histoire avec son père, etc. Comment il est devenu le maître d'une planète, Krang étant gamin. Enfin, c'est ouf. Et je me dis, mais c'est tellement n'importe quoi les Tortues Ninja. Tu suis des tortues mutantes qui sont les réincarnations de gamins samouraïs du Japon féodal. Ils se battent contre un ninja immortel style... merde, comment il s'appelle le méchant, l'un des ennemis préférés de Batman. Le chef de la truc des ombres. Ra's al Ghul. T'as un alien extraterrestre qui veut conquérir l'univers, c'est Krang. T'as des mutants rhinocéros et phacochères qui font tous équipe ensemble. What the fuck. Mais c'est marrant, c'est que y a aucun truc où tu dis ah c'est trop bizarre. C'est juste quand on te le raconte c'est bizarre, mais quand tu le suis tu dis non ça passe crème. Ça je trouve ça génial. En tout cas, je continue cette édition qui est de très bel effet. Alors je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis Splinter sur le tome 2. J'aurais trouvé ça plus logique de mettre d'abord peut-être les 4 tortues, puis Splinter, puis les méchants, ou alors faire un tome gentil, un tome méchant. Bon, ouais, je sais pas si c'est une volonté de Mangetsu ou de Image de e-comics ou une volonté américaine. Mais moi j'aurais, si j'avais eu le choix, hein, si on m'avait dit tu fais faire comment, bah un gentil, un méchant, ou les 4 héros, puis après les alliés, puis après les méchants. Enfin, moi, c'est ce qui m'aurait paru le plus logique. Après, voilà, c'est juste mon avis en tant que profane des Tortues Ninja. Dites-moi ça en commentaire ce que vous aurez pensé. Et voilà, en tout cas, très très belle édition, encore une fois. Et on va finir avec un doublé. C'est 2 bouquins de Invincible qui passent en ce moment sur Prime, la saison 2, qui est pour l'instant très très bien. Donc on a d'abord le spin-off qui est sorti au mois d'octobre-novembre, donc octobre si je ne dis pas bêtise, Les Gardiens du Globe. Alors, en lisant le bouquin, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui se passait à peu près au moment du tome 7-8 de l'intégrale, ou qui a déjà un petit moment maintenant, parce qu'on est au tome 11 ici. Donc parce que je sais pas que je l'ai raté, c'est juste que ça a mis du temps à sortir. Donc qui raconte un peu comment se sont formés les nouveaux gardiens du... Enfin, la nouvelle monture des Gardiens du Globe, avec Bright, qu'on avait eu dans un spin-off aussi, qui était introduit. Et en fait, il y a plein de personnages qui sont un peu OSEF, hein. On les voit dans le décor du tome 7-8. On ne nous présente pas plus que ça parce que c'était pas important. Si on voulait savoir plus, c'était lire Les Gardiens du Globe, avec cette alliance de méchants qui apparaît, etc. C'est vraiment super sympathique, c'est découvrir l'univers étendu d'Invincible qui est pas non plus hyper grand. Il y a Bright, donc sur le passage comme en couverture. Il y a Les Gardiens du Globe qui sera en 2 tomes intégrales comme ça. Il y a Tech Jacket et Iron Patriot, si je dis pas bêtise. Il y a encore 2 spin-offs et c'est fini. Voilà, c'est l'univers étendu d'Invincible, c'est que ça. Et donc, ce tome 11 d'Invincible, donc avant-dernier tome de la série, je l'ai dévoré d'une traite. Il se passe trop de dingueries. Déjà, tu commences le tome sur Robot qui a conquis la planète Terre, t'as Marc qui est dans l'espace, il se passe un truc où Marc se retrouve dans une sorte d'univers parallèle, on lui dit « Ouais, t'es revenu dans le passé ?» Donc il se retrouve au tout début du manga, du comics, et il se dit « Mais je peux empêcher plein de choses. Genre j'ai pas encore mes pouvoirs, je peux empêcher certains trucs d'arriver. » Et il modifie le temps, et on lui dit « Ouais, t'as le choix. Est-ce que tu veux rester ici, ou est-ce que tu veux aller retourner dans ton monde d'origine ?» Et il dit « Bah, dans mon monde d'origine, il y a ma fille. Ici, elle y est pas. Je veux la retrouver. » Et je lui dis « Mais gars, dans ce monde-là, déjà, ton frère, il n'existe pas. Déjà, dès que tu as commencé à changer le cours du temps, ton frère n'existe pas. Ta relation avec Eve n'existe pas. Forcément, il y a plein de choses qui ont changé. Alors ouais, t'as sauvé des milliers de vies, mais t'en as sacrifié quelques-unes. Alors, il fait le choix de retrouver sa fille, ce que je comprends parfaitement. Sauf que, il se passe une longue phase des étoiles. Il s'est passé 5 ans. Et donc sa fille a grandi. Sans lui. Et on découvre plein de choses. Alors c'est moche, j'aurais bien aimé qu'il y ait un spin-off d'Invincible. On nous explique ce qui s'est passé pendant les 5 ans. Alors peut-être que dans le prochain tome, on nous expliquera tout. Notamment comment Robot a unifié la Terre. En tout cas, je suis curieux de voir ça. Et la suite, où tu découvres toutes les révélations, qui sont devenus qui. C'est une dinguerie. L'empereur machin qui a fait son armée de gamins qui grandissent vite. Ça y est, bah oui, 5 ans, ils sont tous adultes, ils sont tous énervés. La Terre, elle est complètement unifiée par Robot. Son père, il a une dégaine de gros daron avec la moustache blanche. La fille qui l'a violée, il y a un plot twist par rapport à ça. Non, chaque chapitre se finissait sur une dinguerie. J'avais envie de lire la suite et je me suis pas arrêté une seule seconde. J'ai tout lu d'une traite. Habituellement, je lis un tome d'Invincible en 2 fois. J'ai envie de prendre mon temps. Et là, j'ai tout lu d'une traite. Et j'ai vraiment hâte que la série soit terminée en France, qu'on ait tous les spin-offs pour tout me relire.
pour tout lire Invincible dans l'ordre. Genre, techniquement, au moment où on commence l'arrivée des Gardiens du Globe, bah, lire le comics pour apprécier, me dire, ah bah ouais, en fait, ce passage-là, c'était le moment dans Invincible. En tout cas, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ceux qui regardent que l'anime, alors je vous ai spoil plein de trucs pour ceux qui regardent l'anime, mais ceux qui regardent que l'anime, en tout cas, vous n'êtes pas prêts, il se passe des dingues. On est au tome 3 4 des intégraux, des tomes comme ça, intégraux, les gros tomes. Il y a au moins 4-5 saisons avant d'arriver ici, mais vous allez voir, il va se passer des grosses dingueries. Invincible, je suis très content d'avoir découvert le comics. C'est vraiment moi, une grosse pépite. Vraiment, je prends une claque à chaque tome. Et celui-là m'a mis une méga claque. Voilà, c'était ma vidéo lecture. J'espère que vous l'avez appréciée. Elle est relativement longue hein, par rapport à ce que j'ai tourné. Je pense qu'on était à plus d'une demi-heure. J'espère que vous l'avez appréciée. Demain, la vidéo annonce sur le calendrier de l'Avent, et à partir de vendredi ou du 1er décembre, on va enchaîner une vidéo tous les jours de 3-4 minutes sur un thème que je garde encore pour l'instant sous silence. J'espère que vous l'avez apprécié, et sinon on se retrouve au mois de janvier pour le live, le top 10 de mes mangas préférés de l'année 2023. Voilà, c'était cette vidéo lecture, la dernière de l'année 2023, et à bientôt tout le monde. Ciao!